Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons conclure les deux dernières émissions qui concernaient le rapport de la Chine vis-à-vis de la guerre entre Israël et Iran. Maintenant qu'on est face à une clôture, c'est un peu l'heure du bilan. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que donc la clôture relativement rapide de la guerre entre Israël et l'Iran a suspendu la possibilité d'un changement structurel au sein du régime iranien. Et ça, c'était évidemment la principale inconnue et la principale, on va dire, perspective négative, la principale crainte de la Chine vis-à-vis de ce conflit au Moyen-Orient. On verra qu'il a eu de nombreuses conséquences. Alors, bien sûr, il y a eu une forme de modification dans la gouvernance de l'Iran durant la guerre, avec le transfert du pouvoir du guide suprême Khomeini aux gardiens de la révolution, mais c'est pas vraiment, pas du tout, en fait, ce qu'on attendait, ce dont on parlait en termes de changement de régime, en termes de regime change. Donc, on pensait, en tout cas, cela apparemment était l'objectif, un des objectifs de la guerre pour Israël, provoquer un changement de régime à Téhéran et par là même, évidemment, pouvoir soutenir un régime qui serait plus favorable aux intérêts d'Israël. Et c'est pas très difficile à voir puisque, d'une certaine manière, le régime actuel a voué en fait Israël à la destruction ou pense que Israël est évidemment, de son point de vue, on va dire, une présence dans le Moyen-Orient qui empêche sa propre extension en tant que puissance islamique. Donc cette guerre de 12 jours entre Téhéran et Israël et Jérusalem, elle a eu plusieurs conséquences, dont certaines concernent directement la Chine. Et c'est ça qu'on va un peu essayer de détailler dans cette émission qui conclut en fait les émissions précédentes. Donc tout d'abord, donc avec le maintien au pouvoir d'un régime allié à Pékin, la guerre aujourd'hui ne semble pas devoir affecter l'équilibre des forces en présence. Rappelons que l'Iran, on l'a déjà évoqué, mais rappelons que l'Iran est un partenaire important pour Pékin. L'Iran fait partie des BRICS depuis 2025, donc une date extrêmement récente. L'Iran tend à s'inscrire au sein des routes de la soie à travers un projet de collaboration de 25 ans signé en 2021, date à laquelle l'Iran est aussi devenu un membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, on voit que l'Iran est lié à la Chine par un ensemble de réseaux organisationnels, institutionnels différents, l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS et potentiellement les routes de la soie. Donc, par rapport à cette organisation de coopération de Shanghai, donc, il faut rappeler qu'elle a été créée en 2001 par la Chine, la Russie, et en fait, elle vise d'abord à faire le pont avec les États d'Asie centrale qui sont partie prenante dans cette structure, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, avant de s'élargir à l'Inde et au Pakistan en 2016, l'Iran en 2021 et la Biélorussie en 2024. Donc on voit une alliance assez composite, étant donné notamment la participation de l'Inde et le Pakistan, qui sont, on va dire, en conflit toujours ouvert entre les deux pays. Et quand vous avez deux pays ouvertement en conflit au sein d'une organisation de coopération, ça montre que ces coopérations en fait vont être limitées, et d'autant que les pays d'Asie centrale aussi visent en fait à avoir une marge de manœuvre de plus en plus grande par rapport à la Russie. Donc, pour revenir sur le cas du conflit entre Israël et l'Iran et ses conséquences sur la Chine, on peut dire que le fait qu'il y ait une cessation des hostilités, on reviendra le pourquoi, et le fait que ce conflit soit limité dans le temps et dans l'espace, apparemment ne devrait pas précipiter la région dans l'imprévisible, au moins à court terme, mais plutôt en fait renforcer les forces en présence et souligner les tensions sous-jacentes.
L'Iran, on le sait, on l'a vu, a fait face à une double menace, externe et interne. Elle était soumise à la fois à la domination de son espace aérien par Israël et par les États-Unis. Et elle a été évidemment confrontée à l'infiltration des agents hostiles sur place, que ce soit du Mossad ou des opposants au régime, qui ont permis, on le sait maintenant, d'identifier les cibles à l'intérieur du pays avec une plus grande précision. Le pays devrait donc renouveler à la fois son dispositif militaire, et c'est là que la Chine peut, d'une certaine manière, profiter de cette guerre, puisque à travers les conséquences du conflit du conflit très rapide, de moments de tension entre l'Inde et le Pakistan, on sait que la Chine a vanté les modèles sur l'avion de chasse J-10C, et effectivement, on peut penser que l'Iran, plutôt que vers la Russie, dont certains systèmes de défense ont été défaillants, se tournera vers la Chine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc le pays devra renouveler son dispositif militaire et aussi renouveler son organisation sécuritaire. Et là, ce que ça annonce, c'est une reprise en main, et là, sans doute radicale de la société civile, qui vise en fait à essayer de colmater les différentes brèches sécuritaires. Et là encore, on peut penser que la Chine pourrait contribuer, puisqu'elle a, si on peut dire, une expertise mondiale, internationale, dans la traque et la censure des dissidents. Alors ensuite, le autre point intéressant pour la Chine, c'est que le succès de l'opération coordonnée entre Israël et les États-Unis, qui a mis fin en fait à cette guerre de 12 jours, sera aussi un sujet de recalibration stratégique pour Pékin. On sait que ce qui a mis fin à la guerre, ce sont deux choses. D'une part, l'opération Midnight Hammer, donc marteau de nuit, qui a été organisée le 22 juin 2025 par les États-Unis et qui a visé 3 installations nucléaires, l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordow, la centrale nucléaire de Natanz et le centre de technologie nucléaire d'Isfahan. Cible de 14 bombes anti-bunker de 14 000 kilos, transportés par des bombardiers furtifs Northrop B-2 Spirit et des missiles Tomahawk tirés depuis un sous-marin. Le fait que ces B-2 aient pu voler 37 heures en continu en partant du Missouri pour atteindre leur cible en Iran et revenir à leur base en restant indétectés montre, et ça c'est aussi une des conséquences, montre que le proverbial, en tout cas en Chine, le proverbial déclin des États-Unis, donc annoncé à longueur de discours par la Chine depuis des décennies, n'est pas encore véritablement réalisé. Ça a été une sorte de démonstration de force du point de vue des États-Unis. On voit aussi, évidemment, à ce sujet, la différence notable de participation des États-Unis à la guerre russe contre l'Ukraine d'un côté et la guerre israélienne contre l'Iran de l'autre. Et on voit que la faible participation aux côtés d'Ukraine nourrit l'attaque russe, tandis que la forte participation aux côtés d'Israël contre l'Iran a changé et a orienté le succès vers un succès au moins, on va dire, de court terme d'Israël. Donc, ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que si l'abandon en Ukraine a enhardi la Russie, le soutien des États-Unis à Israël n'a laissé très peu de chance à l'Iran, et cela montre donc que la puissance américaine, épaulée par une volonté politique claire, peut toujours faire la différence. Et ça, c'est important par rapport évidemment à Taïwan, c'est-à-dire que si il y a une volonté des États-Unis de prendre en main un conflit, s'il y a la volonté politique derrière, ça peut faire une véritable différence sur le terrain. Donc Pékin peut en conduire différentes choses vis-à-vis de Taïwan. On peut en conclure que véritablement la seule manière de prendre Taïwan par la force sera d'empêcher que les États-Unis deviennent partie prenante de différentes manières. C'est-à-dire qu'il faut essayer de soumettre Taïwan sans provoquer les États-Unis de façon différente, puisque l'affrontement direct avec les États-Unis pourrait en fait évidemment être plus complexe. Alors évidemment l'Iran c'est pas la Chine, on n'est pas du tout au même niveau de puissance technologique et surtout au même niveau de quantité de matériel militaire, notamment au niveau naval, où la Chine a un avantage, au moins quantitatif, mais en tout cas on voit que pour Pékin,
Il s'agit ici de convaincre les États-Unis et leur président, comme Poutine d'une certaine manière l'a fait pour l'Ukraine, que la guerre du détroit n'est pas leur guerre. C'est-à-dire que pour Pékin, en fait, ce qui devrait en retirer comme leçon, c'est la nécessité, en fait, de travailler les États-Unis pour que, en fait, les États-Unis comprennent qu'il est inutile et contre-productif de participer à un éventuel conflit contre Taïwan, et que le mieux pour les deux parties, en fait, c'est pour l'Amérique de Trump de laisser, en fait, la Chine faire. Et la Chine, en fait, sait déjà que Trump aime à passer pour un faiseur de paix. Même si la paix que veut imposer Trump, on le voit, c'est une paix qu'il veut imposer en tordant le bras aux agressés, aux victimes, comme on le voit en Ukraine, surtout si, par malheur, ceux-ci se trouvent être les plus faibles. Et c'est sans doute ça, en fait, qui est lié, en fait, au différentiel, on va dire, de participation vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de l'Israël, c'est qu'Israël était le fort et l'Ukraine est plutôt le faible. Donc, il était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus gratifiant de soutenir Israël plutôt que l'Ukraine. Du moins, ça peut être une des lectures des États-Unis de Trump. Et donc, la Chine, elle doit en fait essayer de convaincre Trump que Taïwan, ça vaut pas le coup, que en fait, c'est la résistance déraisonnable de Taïwan à l'annexation qui crée le conflit, et que de toute façon, Formose serait donc trop faible pour mériter le soutien des États-Unis. Et donc, l'idée pour la Chine, c'est plutôt que voilà, d'essayer d'aller vers un conflit frontal, c'est d'essayer de convaincre, en fait, que les États-Unis et la Chine peuvent se mettre d'accord sur Taïwan, de façon à laisser un peu une marge à la Chine, étant donné que la Chine peut repayer ce non-soutien des États-Unis à Taïwan par une politique d'accommodation au niveau commercial. Voilà. Donc ça, cette on va dire, victoire militaire des États-Unis, éclat militaire des États-Unis contre l'Iran, ça va pas c'est pas forcément que ça va dissuader la Chine d'attaquer Taïwan, mais plutôt ça va lui montrer, enfin en tout cas c'est notre hypothèse ici, que ça devrait lui montrer que la meilleure manière de le faire, c'est d'essayer, comme on l'a dit, donc de convaincre les États-Unis que ça vaut pas le coup, d'essayer de les dissuader de participer plutôt que de les affronter de façon directe. Alors ça, c'est la première des conséquences que l'on peut définir, et on reviendra dans une prochaine émission sur la deuxième partie des conséquences à tirer de ce conflit. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.